Bonjour les amis et fans de l'Olympique Lyonnais, bienvenue dans cette vidéo débrief des conférences de presse de Clinton Mata et de Pierre Sage à 2 jours de la réception de Monaco, un match qui revêt une importance absolument capitale puisque on est quasiment déjà dos au mur, sachant que se profile également la réception de Strasbourg qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. Le déplacement à Lens et la réception de Marseille, donc si on veut éviter la cata, il faut prendre des points le plus vite possible et surtout se rassurer après notre match pas satisfaisant à Rennes. Donc on va commencer avec Clinton Mata, qui nous a pas dit des trucs exceptionnels. De toute façon, un joueur, il est quand même un peu tenu à une certaine réserve. Mais il a dit quand même 2-3 petits trucs. Alors évidemment, le truc habituel, est-ce qu'on est dans l'urgence? Non. Il faut oublier le match à Rennes et se continuer à travailler, bosser, montrer que ce qui s'est passé à Rennes était simplement un accident. Malgré tout, il a dit 2-3 petits trucs pas si mal que ça. Il a dit que quand on lui a demandé si l'équipe s'était améliorée par rapport à l'année dernière, si elle était meilleure, il a dit on verra bien. Il veut pas se mouiller. Il dit qu'il y a des joueurs de qualité qui sont arrivés, c'est ce que vous avez à l'écran, mais il ne s'est pas enflammé de dire ah oui vraiment on est une équipe qui est 10 fois meilleure que l'année dernière, d'autant que on ne sait pas quelle sera l'équipe au 31 août dès lors que le mercato n'est pas encore fini. D'ailleurs je vous publierai rapidement une vidéo sur le mercato puisque on a appris 2 nouvelles aujourd'hui, vous l'avez vu sans doute dans l'onglet communauté concernant Mamadou Diawara et le recrutement potentiel d'un milieu de terrain américain, mais je vous renvoie à la vidéo qui va sortir dans quelques minutes. Autre chose qu'il a dit, et c'est notamment sur le loft, et il dit ce n'est pas gai à voir, c'est-à-dire en gros ça fait pas plaisir, mais on est des pros, c'est une décision de la direction. On reste des humains avant tout, donc ça nous touche, mais c'est le business d'une certaine manière. Il a pas dit ça comme ça, mais il dit en gros, la direction a pris des décisions, nous on n'y peut rien, mais effectivement, c'est pas quelque chose qui, je pense, est très apprécié par les autres joueurs, tout simplement parce qu'ils se disent, le jour où j'arriverai à 1 an de la fin de mon contrat, si je plais plus, on va me foutre dans un loft aussi, donc attention avec le loft, parce que ça donne aussi une image vers l'extérieur qui n'est pas bonne du tout. En tout cas, c'est l'option qui a été prise par le club. Je note aussi d'ailleurs que Clinton Mata était quand même assez mal à l'aise, justement, après cette histoire de loft. Il a précisé plusieurs fois, mais ce n'est que mon avis, ce n'est que mon avis. Et je remarque aussi qu'il fait partie de ces gens qui commencent leur phrase par non, même s'ils sont d'accord avec la question. Donc ça me paraît toujours étrange. Genre, vous êtes prêt à aborder ce match avec beaucoup d'ambition, et puis il va vous répondre non, c'est vrai qu'on va y aller avec beaucoup d'ambition. Alors ça, il y a beaucoup de gens comme ça, j'avais remarqué que Mama Baldé faisait pareil, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas ça ne me paraît pas très cohérent. On va parler tout de suite de Pierre Sage. Alors Pierre Sage nous a fait un petit peu le détail des absents, et alors pour le moment il n'y en aura pas, même s'il y a une incertitude sur Tagliafico, qui est touché au mollet de manière récurrente, et donc c'est un peu une décision au jour le jour. Alors, vous l'avez à l'écran, il a été interrogé sur Lacazette, il a apporté de la légèreté et de la gaieté au groupe, il est très frais, il est revenu avec une bonne énergie et la volonté de faire de bonnes choses. Il est heureux évidemment d'être revenu des JO, il est aussi heureux d'avoir participé aux JO, d'avoir représenté le pays, même si évidemment il aurait bien aimé ramener la médaille d'or. On a la médaille d'argent, c'est pas si mal que ça. Alors, il a été interrogé aussi sur le mercato. Évidemment, c'est une période, on va dire, d'incertitude. Et puis, il dit, oui, évidemment, ça joue sur le fait que on a des joueurs qui vont peut-être partir, des joueurs qui vont peut-être arriver. Donc, tout ça, évidemment, c'est un peu embêtant. Ça peut occuper l'esprit de certains joueurs. Ça génère quand même une incertitude, mais surtout, il dit, et je suis d'accord avec lui, le mercato, il se jugera à la fin du mercato. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez remarqué que je n'ai fait aucune vidéo pour juger des choix qui ont été faits au mercato jusqu'à présent, parce que je pense que pour juger un mercato, il faut une vision d'ensemble des départs, des arrivées, des choix qui ont été faits. Par exemple,
Le départ de Mamadou Sarr fait énormément parler. Moi, bon, voilà, j'ai fait une vidéo pour décrire le départ de Mamadou Sarr, mais si vous me ramenez un très bon décès derrière, si la vente de Sarr vous permet d'avoir un très bon numéro 8, etc., voilà, il aura fallu sacrifier Mamadou Sarr. Mais si le final est avec un joueur de très grande qualité, bon, voilà, on a perdu un joueur, mais peut-être qu'on a récupéré mieux. Même chose pour Mamadou Diawara, vous avez peut-être entendu l'info, qui est convoité par un club de Ligue des Champions et par le RC Lens. Il n'est pas encore parti, mais s'il part, c'est toujours pareil. Si vous ramenez un numéro 8 de haut niveau à sa place, Mamadou Sarr, Mamadou Diawara, je l'apprécie beaucoup, mais ça reste un jeu de joueur. Combien de temps avant qu'il soit efficace? Donc tout ça, évidemment, c'est logique. D'ailleurs, c'est ce que dit Mamadou Sarr, Pierre Sage à propos de Mamadou Sarr. Donc il dit, oui, Mamadou Sarr, ça l'embête un peu qu'il soit parti parce que c'est quelqu'un qui connaît depuis l'âge qu'il avait 15 ans. Il avait une projection sur le joueur qu'il allait devenir. D'ailleurs, alors je ne sais plus où j'ai entendu parce que je regarde tellement de choses ces derniers temps, mais qu'en gros, dans l'esprit de Pierre Sage, Mamadou Sarr, il était troisième dans la rotation des défenseurs centraux, mais donc même devant Adrielson. Et donc il dit, s'il part, je lui souhaite le meilleur. Vous savez que le club a des besoins en termes de vente, nous dit Pierre Sage. Donc visiblement, les fameux 100 millions que l'on nous rabâche sans cesse, promis à la DNCG, ce n'est pas du flanc, c'est la vérité. Mais il dit aussi qu'on a besoin de rester compétitif et ambitieux. C'est difficile d'analyser les choses tant qu'on n'a pas eu complètement tous les éléments de ce mercato. Il y a une logique économique, ça évidemment il ne le nie pas, mais il demande à tous d'attendre, d'avoir une vision complète sur le mercato pour pouvoir donner un avis définitif. Il pense aussi que c'est un mercato qui va lui permettre de faire une belle saison. Donc, écoutez, ça, évidemment, il n'allait pas dire il n'allait pas faire une Laurent Blanc en disant avec l'équipe que j'ai, je peux pas faire mieux. On lui a demandé s'il était associé dans le processus de mercato. Alors, il dit, moi et mon staff, on n'est pas propriétaire, on n'est pas directeur sportif, notre rôle c'est d'entraîner une équipe. Celle qu'on aura, on devra l'amener le plus loin possible. Je suis sollicité sur les entrées, donc en gros, sans doute on lui demande, à ton avis, est-ce que ce joueur correspondrait à nos besoins, que ce soit en défense centrale, que ce soit au milieu de terrain, etc. Mais pour les sorties, là visiblement, il n'est pas tellement consulté, parce que je pense que il n'avait pas spécialement envie de voir Anthony Lopez partir. Il n'avait pas spécialement envie de voir Sarr et Diawara partir. Bon, Diawara, c'est pas fait. Il n'avait pas forcément envie de les voir partir, mais il comprend le mécanisme. Et il dit carrément qu'il est solidaire des décisions et c'est à moi de les assumer. Donc là, pour le coup, il dit, je verrai l'équipe que j'ai à la fin du mercato, donc le 30 août à 23h. Et ce sera à moi d'amener cette équipe au maximum comme il a su le faire la saison passée. Alors pour Cherki, vous le savez, qui a été mis dans le loft lui aussi. Alors il n'a pas dit que Cherki avait été mis dans le loft pour éviter qu'il se blesse. Il dit que le départ de Cherki est connu depuis longtemps. On s'était préparé. Vu qu'il n'y a pas de projection à court terme avec lui, ça ne sert à rien qu'il s'entraîne avec nous. On verra ce qu'il en est au 31 août. S'il est toujours là, et si c'est le cas, on verra comment on gère la situation. Lui aussi encore a été interrogé sur le loft plus spécifiquement, et il dit c'est difficile de voir ces joueurs tous les jours s'entraîner à part, mais je comprends la logique, et puis en plus il le dit, on ne peut pas s'entraîner à 35, donc de toute façon, pour que les séances d'entraînement soient qualitatives, on ne peut pas être trop nombreux. Passons à un sujet purement terrain cette fois et qui est très très important, c'est l'association Lacazette-Mikotadze. Et lui, il voit évidemment 3 solutions. Alors la première solution, c'est de modifier le poste d'un des deux.
Alors évidemment, tout le monde pense à Mikotadze ailier ou éventuellement milieu offensif. Mais lui, il n'exclut pas que Lacazette le fait. D'ailleurs, il dit Lacazette jouait à 2 avec Mateta en équipe de France olympique. Il a fait un gros travail. Alors on lui fait remarquer que justement, ayant fait un gros travail, ensuite il manquait de jus et de lucidité devant le but. Donc ça, Pierre Sage l'a reconnu. Mais il dit Lacazette, il dit qu'il a fait ça pour la patrie. Et donc, si c'est ce dont a besoin l'équipe, eh ben, il le fera aussi pour l'Olympique Lyonnais. La deuxième solution, eh ben, c'est de les faire tourner, c'est-à-dire pendant le match. Un commence le match, l'autre le finit. Et la troisième solution, bien entendu, de les associer, c'est-à-dire qu'effectivement, ils jouent à 2. Alors, soit dans un 4-4-2, à plat ou en losange, ou dans un 3-5-2. D'ailleurs, pour tout vous dire, je ne serais pas surpris du tout qu'on joue en 3-5-2 face à Monaco. 3-5-2, histoire d'être plus compact et solide que ce que l'on a été face à Rennes, tout en gardant quand même une capacité de percussion. Donc, vous le voyez, lui, comme je l'ai dit, c'est un casse-tête tactique, le recrutement de Mikotadze, mais lui, il pense que ça peut lui donner pas mal de solutions supplémentaires. Donc ça ne le gêne pas du tout, mais je n'imaginais pas qu'il dise autre chose. Du reste, il nous a dit que les deux joueurs étaient tout à fait en capacité de débuter le match, et un peu à la Pierre Sage, il a dit mais Gift Orban peut aussi débuter le match, et même Enzo Molebe. Donc bon, je ne pense pas qu'on va commencer avec un duo Enzo Molebe Gift Orban face à Monaco. Là pour le coup, ce serait la surprise du siècle. Mais en tout cas, il a dit que Lacazette, il était prêt physiquement à débuter. Il a été évidemment interrogé sur Rennes, ce match qui est parti en cacahuète totale. Et lui, il le répète, il n'était pas forcément totalement insatisfait de la première mi-temps parce qu'il considère que la préparation des actions était satisfaisante, mais que là où il n'est pas satisfait, c'est la manière que l'on a eue de poursuivre ces actions, qu'on n'allait pas au bout des actions et qu'on était du coup inoffensif. Et c'est vrai que quand on regardait le match, à plusieurs reprises, on se dit mais vas-y, tire, pourquoi tu ne tires pas, mets en difficulté Mandanda et ses 39 ans. Et personne ne le faisait. Et il a aussi évidemment constaté qu'en termes de repli défensif, ça n'était pas bon du tout et qu'on s'est fait ouvrir de partout. Donc, le travail va être beaucoup axé, il l'a déjà été cette semaine, sur améliorer ces aspects qui sont très très importants. Alors, il a été interrogé sur ce sentiment de déséquilibre. C'est vrai que vraiment, il y a des fois, on avait l'impression de se retrouver à l'époque de Peter Bosz. On prenait des vagues et des vagues et des vagues successives. D'ailleurs, rappelez-vous, finalement, le premier match de Peter Bosz à Rennes, où on se ferait ouvrir de toutes parts. Je crois qu'on perd 4-1. Mais comme Lucas Perry nous a empêché de prendre un 5-0 le week-end dernier, Anthony Lopez à l'époque nous avait empêché de prendre un 8-1 face à Rennes. C'était à l'époque d'ailleurs Bruno Genesio l'entraîneur. Et donc il a cité une statistique. C'est la première fois que j'entends cette statistique, mais je sais qu'il y a des statistiques surtout. Et il a parlé du nombre de sprints de défenseurs d'axe. Et en gros, il dit plus les défenseurs centraux ont des longs sprints à faire, plus ça montre qu'on est désorganisé. Et donc, il a dit que dans ce match-là, on a fait 4 fois plus de sprints que d'habitude dans la profondeur, ce qui veut dire que c'était porte ouverte et bon, on n'avait pas vraiment besoin des stats pour s'en convaincre. Le problème, c'est que si vous sortez haut sur votre défense, mais que vous n'êtes pas assez agressif sur la ressortie de balle, sur le contre-pressing, et sur le placement préventif, c'est-à-dire tout de suite cibler en défense les joueurs qui sont potentiellement dangereux, vous vous mettez en grande difficulté, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc il conclut qu'on doit évidemment progresser nettement sur cet aspect du jeu. Enfin, il a été interrogé sur Malik Fofana, qui était sans doute le seul qui est, à sauver du naufrage à Rennes. Et là,
pour la première fois de la conférence de presse, eh bien, on a vu un Pierre Sage dont le visage s'est illuminé, puisque on lui a demandé, est-ce que Malik Fofana a l'étoffe pour être titulaire? Donc là, illumination de Pierre Sage qui dit, bah, la seule chose qui le rapproche d'être titulaire, c'est la décision de l'entraîneur, et on sent bien dans les propos de Pierre Sage, eh bien, que je serais pas étonné qu'il soit titulaire. Alors, soit en milieu offensif dans un 3-5-2, donc à mon avis à la place de Benrahma en milieu offensif. En plus, Malik Fofana est quelqu'un qui est très généreux sur le plan défensif. Et je vous dirais même que si on fait un 4-1-4-1 habituel ou un 4-3-3, on l'appelle comme on veut, eh ben je ne serais pas du tout surpris que Malik Fofana débute du côté gauche à la place de Benrahma qui, franchement, depuis le début de l'été, nous apparaît quand même en difficulté. Face à Monaco, qui est une très bonne équipe, qui aime avoir la possession, et bien évidemment, c'est intéressant d'avoir un joueur comme Malik Fofana extrêmement rapide du côté gauche, d'avoir un Ernesto Nuama très rapide lui aussi du côté droit, mais Ernesto Nuama ou Mama Baldé, et on pointe soit un Lacazette, soit un Mikotadze. On peut d'ailleurs imaginer que Mikotadze puisse jouer à gauche, Fofana à droite, enfin bon bref. À mon avis, on aura des surprises à la fois sur le système de jeu, donc je vous le dis, dès aujourd'hui, moi j'envisage un 3-5-2, mais bon, Pierre Sage n'a rien dit sur le sujet, je le dis tout de suite, c'est vraiment juste une intuition de ma part. Et sur les gens qui vont composer ce 3-5-2, là aussi, on peut avoir des surprises. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire donc à 2 jours du Olympique Lyonnais Monaco. Je vous invite vraiment, s'il vous plaît, à aller liker la vidéo, le lien du like pour aider au référencement. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.